Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Encore aujourd'hui, en 2025, en France, les inégalités entre les femmes et les hommes sont bien là. Inégalités professionnelles, financières ou encore des charges domestiques. Et en termes de reconversion, on constate la même chose. 30% des femmes ne se reconvertissent pas par peur de manque de ressources financières contre seulement 22% des hommes. Les femmes sont peu éduquées sur les sujets financiers et c'est là tout le problème. Mais alors, comment apprendre à budgéter, à investir, mais surtout à briser les croyances limitantes héritées de notre famille, la mauvaise estime de soi et surtout avoir l'argent nécessaire pour accomplir nos rêves? Il n'y a pas de secret, pour changer, il faut bien s'entourer. Marjorie Lombard, fondatrice du cabinet Dessine-moi une carrière, est carrière et business coach pour les femmes et spécialiste de la relation à l'argent depuis 2013. Elle est l'auteure du livre Mon cahier Money. Marjorie est ce qu'on appelle un très haut potentiel intellectuel et passionnée de développement personnel. Elle propose une vision unique, spécialement conçue pour les femmes qui visent l'excellence dans leur vie pro et financière. Et c'est pourquoi son approche est transdisciplinaire, car une reconversion doit nous permettre de nous accomplir professionnellement, mais également à tous les niveaux. Marjorie nous donne par exemple les clés pour nous reconnecter à notre instinct et à notre sensibilité pour nous permettre de trouver le projet que l'on a toujours eu au fond de nous, mais surtout pour nous aider à le mettre en place concrètement, financièrement et matériellement. Elle aide aussi les femmes à améliorer leur relation à l'argent et leurs finances grâce à la formation Money Up. 2025, c'est votre année. Alors rendez-vous dès maintenant sur dessine-moi-une-carrière.com/oser, dessine sans S, pour bénéficier gratuitement d'une première séance diagnostic offerte avec Marjorie. Vous pourrez aussi vous y inscrire à sa newsletter spéciale argent. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode spécial réussir sa carrière, qu'on soit salarié ou entrepreneur, et sa vie de maman à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme avec deux experts du sujet, Anne-Cécile Sarfati et Solène Pignet. Anne-Cécile Sarfati est une ancienne avocate d'affaires et rédactrice en chef du magazine Elle. Elle est aujourd'hui dirigeante de la société de conseil éditorial et événementiel Actuali et host du podcast Bienvenue dans l'ascenseur. Nommée 40 femmes Forbes en 2020, elle est l'auteure de plusieurs romans à succès sur la place des femmes au travail. Aide femme au travail, ce qu'il faut savoir pour réussir, mais qu'on ne vous dit pas. Et nous réussirons ensemble, couple à double carrière, les freins, les pièges, les clés. Solène Pignet est une entrepreneure à succès, coach et hôte du podcast Grossesse d'entrepreneuse, le premier accompagnement dédié aux enjeux stratégiques pour les entrepreneuses avant, pendant et après la grossesse. Les inégalités hommes-femmes perdurent, inégalités de carrière, financière et de charges domestiques. Les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes à poste équivalent. Les femmes retraitées en France perçoivent en moyenne 42% de moins que les hommes retraités. Les femmes consacrent en moyenne 3h30 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures seulement pour les hommes. Dans cet épisode, je leur ai posé toutes les questions que je pose d'habitude en off aux femmes inspirantes que je rencontre. Comment surmonter ces inégalités et comment tout avoir? Réussite professionnelle et vie de maman épanouie. Est-ce qu'on peut vraiment tout avoir? Existe-t-il un timing parfait pour devenir maman sans sacrifier sa carrière? Comment retrouver sa place au travail après un congé maternité? Est-ce que le congé mat est un bon moment pour se reconvertir et lancer sa boîte? Comment faire de son couple un allié? Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Anne-Cécile et Solène. Bonjour Anne-Cécile et Solène, bienvenue dans un épisode spécial d'Oser la reconversion. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on a un épisode spécial à l'occasion du 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme avec un épisode spécial réussir sa carrière et sa vie de maman. Alors je suis super heureuse de vous avoir aujourd'hui parce que vous êtes experte sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez vous présenter tour à tour, peut-être Anne-Cécile d'abord et puis ensuite Solène,
votre job actuel, un petit peu ce que vous avez fait autour de ces thématiques, votre ville, si vous avez des enfants, voilà, une petite présentation rapide pour les auditrices. Bon, alors moi, je suis Anne-Cécile Sarfati. J'ai d'abord été avocate, ensuite j'ai été journaliste. J'ai fait la plupart de ma carrière de journaliste au magazine Elle, jusqu'à en devenir rédactrice en chef. Et j'ai créé le forum Elle Active, qui était là justement pour promouvoir le travail des femmes et la notion de l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai créé Actuali depuis maintenant 5 ans. Actuali organise des podcasts et des événements pour des entreprises, des organisations professionnelles ou des collectivités territoriales, beaucoup autour de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais aussi d'égalité des chances. Par ailleurs, j'ai 3 garçons, pardon. Je suis mariée depuis presque 30 ans avec le même homme, mais qui n'est pas mon premier mari, puisque j'ai eu un autre mari au début, qui est le père de mes 2 aînés d'ailleurs, dont j'ai divorcé assez rapidement. Et donc, je suis mariée depuis presque 30 ans avec mon mari actuel, et nous avons élevé mes 3 enfants. Les 2 de mon premier mariage et notre petit dernier qui va avoir 25 ans cette année, donc c'est plus vraiment un petit enfant. Et donc, tu es experte sur ces sujets puisque tu as écrit plusieurs livres sur la place des femmes au travail, comment briser les plafonds de verre, équilibrer succès professionnel et épanouissement personnel. Donc, si on peut citer rapidement tes livres, par exemple, tu as écrit « Être femme au travail, ce qu'il faut savoir pour réussir mais qu'on ne vous dit pas », mais tu vas tout nous dire aujourd'hui. Et nous réussirons ensemble, couple à double carrière, les freins, les pièges et les succès, et les clés, pardon. Plus récemment, tu as lancé ton podcast Bienvenue dans l'ascenseur sur l'ascenseur social. Voilà, donc on va aborder tous ces sujets ensemble aujourd'hui et on est aussi avec Solène. Oui, tout à fait. Je suis ravie d'être là. Donc moi, je m'appelle Solène Pigné. Je suis spécialisée dans l'entrepreneuriat féminin parce que j'accompagne des femmes entrepreneuses depuis une dizaine d'années. Et en 2023, j'ai décidé de me spécialiser sur la question de la maternité des entrepreneuses parce que moi-même, je suis devenue maman il y a 5 ans et je me suis rendu compte du vide intersidéral qu'il était sur cette question. C'est-à-dire que quand on est à son compte et qu'on a un projet de grossesse, à part quelques petites infos sur les indemnités, et encore, c'est compliqué de s'y retrouver, il existait vraiment très peu d'informations ou de retours d'expérience. Et personnellement, je me suis sentie très seule en fait pendant cette période. Et puis après, je suis devenue maman et je me suis sentie encore plus seule parce que la maternité, c'est quand même une expérience particulière dans la vie d'une femme. Et j'ai eu envie de me spécialiser sur le sujet, non seulement parce que je voyais qu'il y avait un besoin non répondu, mais aussi parce que c'est un enjeu hyper important. C'est de la thématique de notre épisode d'aujourd'hui. Dans les inégalités femmes-hommes, en fait, l'entrée dans la parentalité, c'est le moment qui déclenche les différences entre les hommes et les femmes au sein du couple et puis par extension dans la société. Moi, je le voyais très bien chez les clientes femmes entrepreneuses que j'accompagnais et j'ai eu envie d'apporter des clés, des stratégies, de faire en sorte aussi que les retours d'expérience circulent pour qu'on s'entraide finalement et faire en sorte que la maternité ne soit pas un frein au développement d'activités entrepreneuriales des femmes. Oui, donc tu as un podcast aussi qui s'appelle Grossesse d'entrepreneuse. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, c'est pour toi, l'élément déclencheur, c'est la maternité. Un petit peu de ces inégalités, puisqu'on a 3 grandes inégalités, je dirais. Inégalité professionnelle. Les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes à poste équivalent. Inégalité financière aussi, puisque... Bon, on va en parler ensemble, mais il y a tout ce tabou de est-ce que 50-50, c'est vraiment équitable? Est-ce que les femmes sont très bien renseignées sur tout ce qui est éducation financière? Parce qu'en général, c'est souvent l'homme dans le couple qui s'en occupe. Et enfin, l'inégalité dont on parle de plus en plus, l'inégalité des charges domestiques avec la fameuse charge mentale. En moyenne, les femmes passent 3h30 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures pour les hommes. Alors Anne-Cécile, tu as écrit sur ce sujet et j'ai trouvé ça super intéressant. Tu parles de concilier conviction féministe et inégalité domestique. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Non, alors, je voudrais pas qu'on laisse penser que je dis qu'il faut s'écraser sur ses convictions féministes, justement. Mais c'est vrai que dans le couple hétérosexuel, euh, eh bien, il y a la question du patriarcat, même quand on a un conjoint qui, dans ses idées, est très progressiste. En fait, tout est construit depuis des centaines d'années autour de la question patriarcale et de l'inégalité domestique, parce que bah, les femmes travaillaient pas, en fait, enfin, travaillaient pas. Elles travaillaient à l'intérieur du foyer, mais pas beaucoup à l'extérieur du foyer. Et donc aujourd'hui, en fait, les femmes veulent travailler à égalité des hommes, mais au sein du foyer, en fait, elles en font toujours plus, tout simplement parce que ces vieux réflexes coulent encore dans nos veines, que toute l'histoire de la vie privée est construite autour de bah, c'est la femme qui fait, quoi. C'est la femme qui dirige à l'intérieur, et en gros, c'est l'homme qui dirige à l'extérieur. Alors bon, évidemment, c'est plus nuancé que ça, mais enfin, en tout cas, toute l'histoire du patriarcat, c'est ça. Et donc, euh, moi, j'ai buté beaucoup là contre ça parce que j'étais vraiment très égalitariste dans mes convictions et toujours, hein. Mais j'ai fait ce livre sur les couples à double carrière parce que je voyais bien que ce que tu disais, Solène, c'est-à-dire que en fait, tant qu'on n'a pas d'enfants, on se rend pas compte en fait de ces inégalités. Elles sont là hein, quand même, hein. C'est-à-dire elles existent déjà quand même. Hein. Il y a plein d'indicateurs qui montrent qu'elles existent, mais disons qu'on s'en rend pas trop compte parce que la charge est moins importante. La charge domestique et parentale, et bah, parentale par définition, elle n'existe pas, mais domestique, elle est beaucoup moins importante. C'est quand le premier enfant arrive que là vraiment il y a une espèce de fossé qui se creuse dans la prise en charge de la maison, les enfants, etc. Et de non prise en charge le plus souvent par les hommes. Et donc, comment concilier ses convictions égalitaristes et ses inégalités domestiques? Bah voilà, j'ai écrit un livre entier là-dessus. Hein, Nous réussirons ensemble, c'est vraiment là-dessus. Donc il y a un certain nombre de choses que j'ai vues qui sont faites dans les couples qui explosent pas en vol, en fait. Donc ces couples-là, ils ont des secrets de fonctionnement qui sont il y a différentes façons de se répartir les tâches. En réalité, on va dire que le partage des tâches qui marche, c'est on peut donner 3 conseils. Le premier conseil, c'est se répartir les tâches en fonction de ce qui nous coûte le moins à l'un comme à l'autre, et non pas 50% des factures, 50% du plein au supermarché. Non, il y en a, les factures, quand je dis les factures, l'administratif, du coup, de la famille, il y en a que ça embête pas trop. Il y en a pour qui c'est limite une atteinte à leur phobie administrative. Et puis, donc voilà, se répartir en fonction de ce qui nous coûte le moins. Et donc, dans mon livre, il y a des témoignages de couples qui expliquent que ça les a beaucoup soulagés de faire comme ça. C'est-à-dire, voilà, il y en a un qui me dit, moi, voilà, les factures, tout ça, c'est pas possible, ça me gonfle trop. En revanche, me lever aussitôt que les autres jours, le samedi matin, en fait, ça me dérange pas. Alors que ma femme, elle est épuisée. Donc, en fait, je la laisse dormir le samedi matin et c'est elle qui se tape les factures et je m'occupe des enfants le samedi matin, c'est ce qu'il me disait. Voilà, donc ça, c'est la première règle qui est plutôt pas mal. Il y a la règle du c'est celui qui fait qui a raison. Et nous, les femmes, on a quand même un peu à balayer devant notre porte à ce niveau-là. Très souvent, quand même, justement parce qu'on a été dans cette espèce d'éducation patriarcale, programmée finalement pour faire tout ça. Et donc, objectivement, on le fait mieux parce qu'on a des gestes hérités depuis des générations et des générations sur les tâches domestiques et familiales et parentales, etc. Et enfin, on le fait mieux. Je sais pas si on le fait mieux, mais en tout cas, on le fait avec des gestes un petit peu hérités de femme en femme depuis des générations. Et les hommes, ils ont pu apprendre ces choses-là puisqu'ils les aient pas. Et donc, en fait, parfois, on voit bien que les femmes, elles n'acceptent pas, en fait, que l'homme fasse autrement. Et fasse avec ses repères à lui qui sont différents et tout. Et en fait,
partir du moment où on n'accepte pas ça, on creuse notre tombe du partage des tâches. Parce que le mec, il attend que ça, hein, qu'on lui dise que c'est mal fait pour arrêter de le faire. Hein. Bah non, en fait. T'as mis une chaussette rouge et une chaussette bleue à l'enfant pour l'emmener à l'école, tu dis rien, en fait. Enfin, voilà, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Et c'est vrai que c'est pas très, très grave, franchement. Donc ça, c'est la deuxième règle. Et puis la troisième règle, c'est l'équité par rapport à la comptabilité pure et dure. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a des périodes dans la vie où, tu viens de changer de job, donc tu vas en faire plus pour ton travail. Et c'est sympa si ton conjoint, il peut le reprendre et du coup, on peut faire un peu plus à la maison. Et inversement. Donc voilà, c'est aussi d'être souple et d'être moins dans une espèce de rigidité comptable qui ne conduit qu'à des conflits, en fait. Voilà. En gros, c'est ça les trois règles du partage des tâches qui est constructif, en fait. Être plus dans une dynamique d'équipe plutôt que d'égalité, en fait. Et le conflit est permanent. Parce que, voilà, l'autre, c'est quand même pas un adversaire, quoi. Il faut aussi comprendre que un couple qui traverse, en fait, les années sur la durée et tout, c'est plus être à se soutenir plutôt que à être dans une espèce de rivalité un peu stérile. Voilà, mais qui peut nous rattraper, hein. Je suis pas du tout en train de dire que, attention, faut mettre son mouchoir par-dessus de tous les conflits, de toutes les inégalités qu'on voit, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est aussi peut-être de retrouver un peu un certain dialogue. Et alors, en tant que maman de 3 garçons, Anne-Cécile, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai quand même l'impression que les femmes, elles ont beaucoup d'avis sur leurs compagnons ou les hommes de la société, mais elles l'appliquent pas forcément avec leurs garçons. Moi, je le vois souvent, les petites filles, on va leur dire, viens aider à mettre la table, viens aider à faire la cuisine, et les petits garçons, par contre, on va les laisser jouer. Et je trouve qu'il y a aussi un travail à faire, nous, en tant que femmes, d'éduquer différemment les hommes parce que finalement, c'est les futurs maris de femmes. Je sais pas ce que vous pensez de ça. C'est vrai, mais les enfants se construisent par mimétisme, souvent avec le parent du même sexe qu'eux. Et donc, si ton conjoint ne fait pas grand-chose, les garçons se construisent aussi par imitation de ça. Ou en contradiction, enfin, c'est-à-dire ou en opposition, parce que justement, ils veulent pas perpétuer les inégalités. Mais enfin, souvent, c'est quand même beaucoup comme ça que ça se passe. Plus que dans le discours. Mais le discours reste très important, le discours éducatif reste très important. Mais après, ce qu'on voit aussi dans ces histoires de partage inégalitaire des tâches qui se maintiennent de génération en génération, y compris chez des hommes progressistes dans la tête, c'est le poids des actes versus le poids des mots. Et donc, voilà, et bien sûr que les mots sont super importants, l'éducation, les mots, la sensibilisation, le discours égalitaire est super important. L'éducation, c'est pas que des mots, c'est pas que des paroles, c'est aussi voilà, de voir les parents. Ça, je peux le dire maintenant que mes enfants sont élevés. Hein. C'est-à-dire que les enfants construisent quand même beaucoup en vous regardant. Donc voilà, souvent ils reproduisent aussi ce qu'ils ont vu, même si ce qu'ils ont vu est contraire de ce qu'on leur a dit. Et c'est pour ça, je trouve que c'est hyper important en tant que femme de valoriser notre carrière, qu'on soit salariée ou entrepreneuse pour nos enfants, que ce soit des petites filles ou des petits garçons, de peut-être parler du contenu de notre travail, de à quel point ça nous passionne, de pourquoi on va passer du temps à faire ce travail plutôt qu'à passer du temps en famille ou à venir les chercher à l'école à 16 heures. Et je trouve ça hyper important, encore une fois, pour les garçons comme pour les petites filles, que le travail de la maman ait une place importante dans l'équilibre du foyer, tout comme le papa peut aussi parler de lui, qu'est-ce qu'il fait comme métier et pourquoi ça le passionne, etc. Et cette égalité dans les charges, dans la charge parentale, elle se reflète aussi dans l'égalité de la place du travail monétisé pour les deux parents, quels que soient les différents niveaux de salaire d'ailleurs. Bien montrer que c'est chouette de s'épanouir dans une carrière, quelle que soit qu'on soit papa ou maman. Ça joue vraiment. C'est-à-dire que ça marche vraiment.
sans qu'on s'en rende vraiment compte, mais ils voient ça, évidemment, ils voient des parents qui sont contents d'aller à leur travail, voilà, qui sont contents de se réaliser professionnellement. Et c'est drôle parce que moi, j'ai souvent le sentiment que je les ai pas assez éduqués au partage, mais mes garçons, même si globalement ils sont super, hein. Mais le jour, j'ai mon deuxième fils qui a 31 ans, qui est marié avec une femme puissante, puisque ma belle-fille, elle travaille, elle a un super job et elle est très engagée dans son travail. Et donc, mon fils, je parlais justement de ça et je disais que mon mari avait eu une mère au foyer. Et que donc, ça, c'est délétère sur le plan de l'éducation des hommes parce que... Et donc, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai qu'Hervé, il avait une femme au foyer, une mère au foyer, tu vois, le lapsus. Il avait une mère au foyer et tout. Je dis, ouais, bah ouais, franchement, ça aide pas hein, au niveau de l'éducation. Et il me dit, mais nous, pas du tout. Nous, le fait de te voir, t'épanouir dans ton travail et tout, ça nous a quand même montré à quel point c'était important l'égalité dans le couple aussi par rapport à l'égalité de rayonnement aussi, à l'égalité d'être heureux, de travailler, de rapporter de l'argent, voilà, de s'épanouir. Et d'être indépendant et de faire ses choix, le choix de rester ensemble, pas par nécessité, mais par envie de continuer à faire couple. Et ça, je pense que c'est important aussi, voilà, dans l'impact que ça peut avoir pour les enfants. Parce que je sais qu'il y a pas mal de mamans qui culpabilisent parfois de conserver une place importante à leur carrière, ou en tout cas à la vie professionnelle une fois qu'elles deviennent mamans, en se disant bah oui, mais quand même les pauvres le mercredi, bah oui, mais après à 4 heures, quand ils sortent de l'école, la nounou, machin. Et en fait, oui, bien sûr, on peut aussi choisir un mode de fonctionnement où on va créer du temps, pourquoi pas. Mais pour celles qui ne créeraient pas ce temps, c'est aussi de se dire, bah, quel message j'envoie symboliquement. C'est pas forcément mauvais, en fait, pour les enfants de grandir avec une maman investie dans son travail. Moi, ma mère, elle était hyper investie dans son travail. Elle a une carrière même beaucoup plus ambitieuse que celle de mon papa et ça m'a énormément construit. Et mes deux frères, parce qu'on était trois, aussi, ils ont grandi avec une mère qui gagnait plus d'argent, qui passait plus de temps au travail que le papa. Et leurs conjointes, aujourd'hui, elles sont bien contentes. Et c'est vrai que dans le podcast Oser la reconversion, j'ai eu beaucoup d'invités qui se sont reconvertis au moment de la naissance du premier enfant ou du deuxième enfant. C'est souvent un élément déclencheur, le congé maternité, parce que c'est un moment de pause. Et aussi, on a envie de montrer l'exemple à ses enfants. On se dit, on a envie d'avoir quelque chose qui a du sens. On n'a pas envie d'aller dans un job où voilà, on se sent pris, enfin on n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de montrer ça à ses enfants. Et donc, c'est super intéressant ce que vous dites, parce que ça rejoint un petit peu ce que j'ai constaté dans le podcast. Et alors, justement, est-ce qu'on peut parler peut-être question timing? Est-ce qu'il y a un timing parfait pour faire des enfants, lancer sa boîte? Quels sont un petit peu vos avis sur le sujet? La question piège. Je crois que le timing pour faire des enfants, c'est pas un plan voilà, on choisit pas toujours. Ça dépend si on a trouvé le père, ça dépend si ça marche du premier coup ou pas. Enfin, je veux dire, voilà, on choisit pas toujours le meilleur timing pour avoir des enfants. Je crois que en fait, il faut le faire quand on est prêt personnellement, en fait. Alors après, il y a des histoires par rapport à son travail, hein. Il y a des histoires de loyauté aussi par rapport à une entreprise. Voilà, bon, si on est salarié, qu'on vient de se faire embaucher, voilà, et bon, c'est vrai que tant pis pour la boîte, mais quand même, quoi. Il y a des histoires d'être un peu réglo aussi, de respecter un peu un petit délai, quoi, quand même, avant de se mettre à faire des enfants quand on vient de se faire engager. Par respect du travail, tout simplement, et du respect aussi de l'entreprise qui nous a recrutés. Mais après, franchement, il faut se déculpabiliser, mais totalement, tout le temps, parce que ça ne sera jamais le moment. En dehors, je veux dire, de cette période de période d'essai et voire un peu de période de loyauté, on va dire, après avoir rejoint un job. En dehors de ça, ça sera jamais le moment. Donc, en fait, il faut le faire quand on est prêt, quoi. Puis c'est tout, et quand ça marche.
Et je rajouterais peut-être, oui, voilà, sur le côté entrepreneuriat, parce que du coup, donc moi, j'accompagne des femmes qui sont chefs d'entreprise ou freelance, indépendantes, et elles se posent la question du moment, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi professionnelle, et notamment par rapport au stade de développement de leur activité. Et une des grandes idées reçues, c'est de se dire, bon, bah, ce sera plus simple quand mon activité tournera bien, ou on sera à tel ou tel stade de développement, quand j'aurai une équipe, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Et moi-même, j'avais complètement cette idée reçue avant de lancer Grossesse d'entrepreneuse. D'ailleurs, je m'étais dit, tiens, je vais créer un accompagnement pour aider les femmes à atteindre tel niveau dans leur, voilà, dans le développement de leur boîte, pour que l'entreprise ait les reins solides et puis qu'elle puisse, voilà, devenir mère en toute zénitude. Et ben, en fait, pas du tout. J'ai mené une enquête assez importante où j'ai aggloméré les données de plus de 150 femmes entrepreneuses à différents stades de développement, et je me suis rendu compte, et encore une fois j'étais la première surprise, qu'il n'y a pas de bon stade. C'est-à-dire que il y a des femmes qui vont très bien s'en sortir alors même qu'elles tombent enceintes et qu'elles lancent leur boîte au même moment, et d'autres pour qui ça va être très difficile alors que leur entreprise avait X années et l'équipe en place, etc., etc. Donc, en fait, à chaque stade de développement, il va y avoir des enjeux différents, des stratégies aussi différentes à mettre en place, mais il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais moment. On peut pas dire que ce soit plus facile de tomber enceinte quand on est à son compte, quand l'activité a 10 ans ou quand elle a 2 mois. Donc ça, je pense que c'est rassurant pour les auditrices qui nous écoutent et qui auraient un projet bébé, de se dire, bah, voilà, pour celles qui sont à leur compte, en fait, que je le fasse maintenant ou dans 1 an ou dans 3 ans, ça voudrait dire que je m'adapterai différemment, mais c'est pas forcément une moins bonne nouvelle, ou ce sera pas forcément plus facile ou moins facile. Et puis c'est vrai que on parle de plus en plus d'avoir des enfants de plus en plus tard, mais bon, finalement, biologiquement, on peut pas forcément attendre autant. Donc c'est vrai que finalement, bon, autant le faire quand on est prêt mentalement, en fait. Ouais, parce qu'il y a des témoignages aussi de femmes qui attendent que voilà, toutes les étoiles soient alignées, et puis peut-être elles se retrouvent à faire des années de PMA parce qu'en fait l'horloge biologique a sonné, et que ça peut être des parcours extrêmement difficiles physiquement, mentalement. Donc si on peut essayer d'éviter cette case-là, qui parfois aussi touche des femmes qui ont 25 ans, hein, mais quand même, voilà, le plus tôt c'est mieux d'un point de vue de l'horloge biologique. Et puis du coup, bah, comme le disait après Anne-Cécile, voilà, faut voir quand nous on se sent prêt finalement d'un point de vue perso, quoi. Il y avait une grande patronne qui m'avait dit, c'était Anne Lauvergeon, qui m'avait dit, en fait, il fallait faire soit, par rapport à la carrière. Alors, elle était très carriériste, hein, évidemment. Mais dans l'entreprise, elle disait, il faut les faire soit très, très tôt, quand on est encore un peu facilement remplaçable dans une entreprise, soit assez tard, quand on est déjà suffisamment avec du pouvoir, finalement, pour faire un peu ce qu'on veut dans l'entreprise. Sauf que il y a cette évidemment, ce que vient de dire Solène par rapport au fait qu'il y a quand même l'horloge biologique et que c'est pas forcément toujours facile. Mais bon, après, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est vraiment un peu comme on peut. Et puis on s'en sort, hein, finalement. Et comment refaire sa place au travail, ou comment un peu relancer sa boîte qui a été un petit peu mise en sommeil après un congé maternité? Bah, refaire sa place, en fait, bon, c'est assez personnel, mais je crois quand même que après, moi, c'est un peu comme je ressens les choses. C'est pas forcément ultra politiquement correct de dire ça, mais je crois que quand on tient à son job, en fait, c'est bien aussi de pas couper 100% des contacts avec son entreprise. Ça veut pas du tout dire de travailler, de continuer à travailler pendant son congé de maternité, mais je pense quand même que c'est une question aussi de lien, en fait, et de communication avec ses collègues, avec ses chefs, ses managers et tout, et de reprendre un peu contact avant le retour, d'aller déjeuner sur place, de solliciter un rendez-vous avec son manager, et surtout d'exprimer aussi ses envies. Donc il faut y avoir un peu réfléchi en amont. En tout cas, si on fait pas cet entretien avant son retour, il faut le faire assez vite, juste après son retour dans l'entreprise, en y ayant réfléchi avant. C'est-à-dire que
Faut pas juste arriver en mode passif et dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu as pensé pour moi? Non, non, non. Faut avoir réfléchi à soi, qu'est-ce qu'on a envie, soi. Ce qui est intéressant par rapport au parcours que j'ai pu en écouter de femmes, etc., c'est que souvent, quand même, celles qui s'en sortent le mieux, souvent, c'est qu'elles ont réfléchi à une évolution dans leur vie professionnelle après leur retour de congé de maternité. Et ça, c'est pas très politiquement correct parce que souvent, elles se disent elles-mêmes, oh là là, déjà j'ai fait un enfant. Mais non, en fait, elles sont pas en faute. Et donc, elles ont le droit aussi de continuer à exprimer leurs ambitions et leurs désirs de progression dans leur vie professionnelle. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et le mieux du mieux, c'est quand même, et ça, c'est pas possible dans toutes les entreprises. C'est plus possible dans les grandes entreprises. Mais ce qui est génial, c'est de changer de job, en fait, en revenant. Quand on est dans un grand groupe, c'est d'avoir sollicité un nouveau job et de l'avoir obtenu après son retour. Après, c'est pas facile quand même de commencer un nouveau job avec un bébé. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est des bonnes périodes en fait pour ça, parce que du coup, on vous revoit pas avec le même regard qu'avant. Et donc du coup, on peut pas faire des espèces de comparaisons de avant sa grossesse, elle était comme ci et comme ça, et maintenant, depuis qu'elle a un enfant, elle est comme ci et comme ça. Et donc finalement, pour habituer son écosystème professionnel à un changement de rythme, bah c'est mieux en fait, parce que du coup, ils vous ont toujours connu avec votre enfant en fait. Et donc du coup, vous pouvez négocier un petit peu avec vous-même et avec l'organisation, sans que ce soit forcément dit, mais une certaine autonomie sur votre emploi du temps, une façon de fonctionner par rapport à votre emploi du temps et par rapport à votre travail. Et quand je dis solliciter un nouveau job, bah souvent, ce qu'on constate quand même, c'est que d'une certaine façon, de devenir manager, c'est pas du tout un mauvais calcul, au contraire. Parce que quand vous devenez manager, d'accord, vous gérez les autres, et d'accord, vous avez un temps d'adaptation à ce nouveau job, à cette nouvelle fonction, mais vous êtes quand même plus libre de votre emploi du temps. C'est vous qui fixez les réunions, c'est vous qui fixez, vous voyez, le temps. Enfin, voilà, ça vient plus à vous finalement. C'est pour ça que c'est pas forcément un mauvais calcul de décider de prendre des responsabilités une fois qu'on a des enfants. Mais encore une fois, je suis bien consciente que c'est pas toujours facile, etc. Dans les plus petites boîtes, même si on peut aussi expliquer à un boss dans une petite boîte que le fait d'avoir mis au monde un enfant, d'avoir géré, justement, on a appris des tas de choses, on a appris des tas de soft skills, en fait, comme on dit, sur la gestion du temps, sur faire plusieurs choses en même temps, etc., etc. Donc, en fait, c'est pas forcément idiot de souhaiter devenir manager une fois qu'on a des enfants. Au contraire, je pense. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu comment lutter contre le préjugé de la jeune maman qui revient et qui n'a plus envie de rien faire, finalement. Et en fait, ces préjugés-là, qui, heureusement, j'espère que c'est de moins en moins le cas, même s'il y a des livres qui paraissent régulièrement pour se dire à quel point c'est affreux, que vous allez être placardisé et tout. Moi, je dis qu'il faut s'éloigner de ce genre de discours, hein, parce que c'est pas toujours le cas et on a plus de pouvoir qu'on ne le pense sur son retour de congé de maternité, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, Solène, toi, en tant qu'entrepreneur. Bon, évidemment, en tant qu'entrepreneur, t'as l'autonomie de ton temps, mais enfin, c'est difficile aussi, hein. Ouais, mais je trouve que ça vraiment intéressant, cette notion de prendre le contre-pied de soit ce qui est attendu, soit de l'effet naturel, en fait, si on fait rien. Et du coup, cette notion dont tu parlais, Anne-Cécile, d'anticiper, de prendre les devants, de savoir ce qu'on veut et de pouvoir peut-être voilà mettre les choses en place pour faire en sorte que justement on prenne le contre-pied, que ce soit pas une période difficile de ralentissement, mais peut-être aussi une période d'opportunité. Mais c'est ce que je vois voilà dans les chez les femmes notamment que j'accompagne. Il y a pour moi, il y a deux volets finalement dans ce retour de congé maternité. Il y a l'aspect arrêt de travail, reprise du travail, et l'aspect changement identitaire.
Donc, pour l'arrêt de travail, moi, ce que je préconise quand on est à son compte, c'est de surtout pas couper complètement la communication pendant les 2 à 4 mois, voire plus si c'est un troisième enfant ou plus, où on s'arrête. Exactement comme tu le disais génialement pour les salariés, parce que ce qui se passe, si on arrête totalement de communiquer puis d'avoir un lien avec notamment ses prospects et ses clients, ça va être une reprise qui peut être assez longue pour retrouver le niveau de chiffre d'affaires habituel. Donc voilà, il y a des femmes qui prennent 3 mois, 6 mois, 9 mois à retrouver le niveau d'activité d'avant congé maternité. Donc ça peut être un choix, mais ça s'anticipe côté trésorerie. Et sinon, c'est entre guillemets relativement facile de ne pas avoir ce redémarrage en côte. Parce que je dis en côte parce qu'en plein postpartum, parce que clairement à la fin de congé maternité, on est encore en plein postpartum. On est épuisé, on dort pas, on n'a pas toutes ces capacités cognitives, et donc redémarrer son activité avec le carnet de commandes à zéro et devoir aller chercher du client à ce moment-là, c'est pas toujours idéal. Donc l'idée, ça va être d'anticiper, et pendant son congé maternité, voire même avant, d'avoir commencé à automatiser un certain nombre de choses, voire déléguer la communication, le marketing pour revenir avec le carnet de commandes plein. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, il y a l'aspect de changement identitaire, cette matrescence dont on parle de plus en plus ces dernières années, et où effectivement, parfois, on rentre de son congé maternité et on ne sait plus trop dans quel état on est, est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on fait, est-ce qu'on a envie de continuer. Enfin, ça peut être difficile, surtout quand on est chef d'entreprise et qu'on est la locomotive de l'entreprise, qui est censée être alignée avec notre vision, etc. Puis là, la vision, elle est complètement chamboulée. Donc moi, ce que je recommande, c'est de miser plutôt sur une reprise, progressive. On a cette chance-là de pouvoir s'organiser comme on le souhaite quand on est chef d'entreprise ou indépendante, et donc de pouvoir peut-être pas passer de 100% je suis avec mon bébé à 100% de 8h à 18h je reprends le travail 5 jours par semaine, mais peut-être de voir comment on va adapter un petit peu son emploi du temps, garder des temps pour soi en dehors de la famille et du travail pour juste se reconnecter à soi-même. Moi, j'allais faire de la poterie, petite anecdote personnelle, et ça m'aidait en fait à faire autre chose et à retrouver un temps pour moi, et à me recentrer et à trouver une nouvelle dynamique en fait pour me sentir bien dans ma vie globale. Et donc ça jaillit énormément évidemment sur la trajectoire d'une entreprise. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est valable à la fois pour les entrepreneurs et pour les salariés, c'est bien sûr l'organisation, la nouvelle organisation, le mode de garde à la maison, etc., quand même. Parce que de ça dépendra beaucoup confort et l'adaptabilité au nouveau rythme professionnel. Enfin, au rythme de conciliation entre les deux. Et ça, évidemment que ça s'anticipe beaucoup, et ça, j'ai envie de dire, il faut le vivre, qu'on soit entrepreneur ou salarié, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut absolument bétonner ça. Parce que si on bétonne pas ça, si on n'a pas le bon mode de garde, si on n'a pas la bonne organisation à la maison, la bonne délégation sur certains trucs d'ailleurs, à mon avis, c'est des bombes à retardement pour que ça t'explose au visage quand tu reprends ton boulot, et pour que du coup ça abîme ta reprise professionnelle. Alors ça, c'est très compliqué parce que il y a pas assez de place en crèche en France. La place en crèche, la crèche, c'est le mode de garde plébiscité par les Français. Pourquoi? Parce que c'est le plus sécurisé. Je veux dire les crèches publiques, parce que les crèches privées, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu des scandales récents qui, à la vie, n'arrangent pas la confiance qu'on peut avoir dans ce type de mode de garde. Bon, bref, donc c'est un peu compliqué. Là-dessus, j'ai envie de dire, il faut pas hésiter à investir beaucoup. C'est-à-dire que ça coûte cher. Il faut investir dans son retour de congé de maternité à la maison, avec de l'aide, soit nounou à domicile, soit si on a eu la chance de l'avoir de la crèche, il faut pas se contenter de la crèche. Il y a aussi la personne qui peut t'aider à aller chercher l'enfant à la crèche à l'heure
à l'heure de la crèche, qui parfois n'est pas toujours en rapport avec les horaires professionnels quand tu es entrepreneur ou quand tu as des responsabilités dans une entreprise. Donc ça, c'est très important. Et moi, je pense, souvent on me dit, je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à investir dans des choses qui coûtent cher, hein, comme moi, faire à manger si t'as pas le temps, tu vois, acheter chez le traiteur, etc. Pendant toute cette période-là, il faut un peu se faciliter la tâche. Et quand je dis se faciliter la tâche, c'est pas, je m'adresse pas qu'à des gens qui sont bourrés d'argent, parce qu'en général, les jeunes n'ont pas encore des revenus de dingue pour pouvoir dépenser leur fric là-dedans. Le problème, que pour moi, il faut le voir comme un investissement. C'est-à-dire que d'abord, ça durera pas. C'est pas, genre, on sera pas toute sa vie en retour de congé de maternité. Et puis, si on regarde un peu plus large par rapport à la conciliation pro-perso, même quand les enfants sont petits, etc., c'est dur aussi d'avoir des enfants en bas âge et d'avoir des vies professionnelles engageantes. Et moi, je pense que il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. Par exemple, parfois, il y a des femmes qui font un mauvais calcul, qui disent mais c'est affreux entre ce que je rapporte à la maison et ce que coûte la nounou, la femme de ménage, les plats chez le traiteur de temps en temps, voir les vacances dans un club où on prend en charge le bébé pendant la journée de temps en temps pour me permettre de faire du sport ou je ne sais quoi. Si je fais le rapport entre ça, tous ces coûts-là, et ce que je rapporte à la maison, je mets tout mon salaire là-dedans. Mais là, il faut s'arrêter tout de suite avec ce genre de raisonnement, pour le coup, totalement archaïque, parce que d'abord, il est hors de question de comparer tous ces coûts juste à son salaire à soi, à son revenu, hein, même si, à soi, mais il faut le comparer au revenu du couple entier. Parce que si je me trompe pas, l'homme, le père de ses enfants, il est le père de cet enfant-là, voire de ses enfants quand il y en a plusieurs, et il habite dans cette maison-là. Donc en fait, de toute façon, c'est par rapport au couple. Et puis ensuite, pouvoir continuer à travailler, à s'épanouir dans son travail, même si pendant plusieurs années on a le sentiment que vraiment ça vaut pas le coup financièrement de bosser, en fait, on se projette dans une situation professionnelle future bien supérieure à celle dans laquelle on serait si on avait arrêté de bosser. Donc en fait, il faut arrêter ça. Et d'abord, faut arrêter parce que c'est à comparer avec le couple et pas à comparer moi toute seule ce que je rapporte. Parce que là, on est encore dans des biais ultra sexistes si on ne fait que comparer ça par rapport à son revenu à soi. Et ensuite, par rapport à sa vie professionnelle future, c'est beaucoup plus profitable de n'avoir jamais arrêté de bosser, quitte à avoir ralenti à un moment donné, hein. Parce que Solène, c'est pas toi qui vas me démentir, mais quand tu es entrepreneur, tu peux aussi te dire, moi je bosse pas le vendredi, par exemple. Je bosse pas le vendredi, voilà. Je vais chercher mes gamins à l'école. Voilà. Mais ça, on peut se le dire qu'une fois qu'on a quand même un peu installé sa vie professionnelle. C'est-à-dire son entreprise, voilà. Et donc, dans l'entreprise, quand on est salarié, il y a un moment donné, si c'est trop dur, parce que par exemple, on a 3 enfants et que gérer une carrière à responsabilité avec 3 enfants dans un grand groupe, par exemple, c'est difficile. Et en même temps, il y en a qui arrivent en prenant à 80%. Personne se rend compte, en fait, que elles ont pris à 80%. Oui, parce qu'en fait, elles travaillent, elles font les mêmes tâches qu'à 100%, mais elles les squeezent juste sur 4 jours pour ça. Après, il y a la possibilité aussi de se mettre à 90%, donc c'est un vendredi sur 2, et de demander au conjoint qu'il fasse la même chose, ou un mercredi sur 2 pour ceux qui veulent s'occuper des enfants le mercredi. Parce que c'est plus égal. Et de voir, comment est-ce qu'on partage, en fait, et la notion financière, je suis totalement d'accord avec toi, Anne-Cécile, sur attention à pas comparer uniquement le rebond de la femme avec la charge
Et c'est très important parce que l'écart, enfin, en tout cas, voilà, il y a la notion financière à moyen terme. Et tu le disais très bien, votre carrière, il faut qu'elle continue à progresser. Donc, plus vous allez vous arrêter, moins vous allez déléguer, potentiellement, plus ça va en fait avoir des répercussions qui va jusqu'à la retraite. Ce qu'on disait en introduction, Cléa, tu disais oui, il y a un écart entre hommes et femmes encore aujourd'hui à la retraite. Il est quand même de 40%. Pourquoi? Parce que il y a des moment où on travaille moins, on s'arrête de travailler en tant que femme, ce qui n'est pas le cas des hommes. Bon, beaucoup moins le cas, et en tout cas pas pour des raisons de prendre soin des autres. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est quand je m'arrête de travailler pour X temps, j'arrête aussi de cotiser. Ça veut dire que c'est mes droits au chômage. Ça veut dire que c'est mes droits à un futur congé maternité qui vont être impactés. Pendant que mon mari, lui, qui valeureux, ramène tout l'argent pour le foyer et qui se sent en plus, du coup, c'est lui qui entretient la maison. En fait, il a une réduction d'impôt parce que quand l'impôt en France, il est mutualisé entre les conjoints. Donc, vous lui faites faire des économies, vous gonflez son ego et en plus, vous mettez un poignard dans le pied. Donc ça, c'est des choses pour moi qui sont à discuter en couple et à voir parce que très souvent, en fait, si on se pose de manière un peu théorique, ok, comment on va faire, qui va ralentir quoi, comment est-ce qu'on va faire pour mutualiser finalement ce coût qu'est la parentalité. Ça va être très rare d'avoir des couples qui en théorie se diraient ah ok, on n'a qu'à dire que c'est toi qui fais tout et que c'est moi qui garde tout l'argent et qui continue à cotiser et à m'assurer un avenir radieux. Non, en fait, on est dans le même bateau et c'est aux deux partenaires de trouver des solutions qui conviennent aux deux et qui ne pénalisent pas l'un des deux parce que malheureusement, c'est un peu invisible, en fait, on s'en rend pas trop compte. Et c'est quand on regarde les chiffres et les statistiques qu'on est effaré de dire quoi encore de nos jours. Oui, parce que voilà, Il faut faire super attention parce qu'en fait, dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne le plus. Et de cette inégalité naissent d'autres inégalités avec le consentement de la femme, souvent. C'est-à-dire, on protège plus la carrière de l'homme. Mais alors, du coup, c'est le cercle vicieux parce que quand je dis on protège plus la carrière de l'homme, ça veut dire que le jour où il faut quitter le boulot parce que il y a un problème de garde d'enfants, c'est la femme qui s'y colle. Le jour où il faut aller chercher le préado au collège parce qu'il a mal à la tête et qu'on te menace d'appeler les pompiers. J'en parle parce que ça m'est arrivé alors qu'en fait il se foutait de ma gueule. Ça devait être 3 fois qu'il allait à l'infirmerie au jour des contrôles. Donc bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est souvent toi qui t'y colle, etc., etc. Donc en fait, il faut faire super attention parce que raisonner comme ça, c'est-à-dire à dire en fait, je gagne moins que mon conjoint, du coup, c'est moi qui vais plus me sacrifier. Ça d'abord, ça te donne, ça t'enlève la chance d'un jour gagner plus. Parce qu'à force de te sacrifier professionnellement, tu te sabordes un peu quand même professionnellement. Et puis, en plus, c'est quand même un peu, comment dire, désagréable de ne ramener qu'à la question de l'argent, l'intérêt de ton travail, tu vois. Travaille pas que pour l'argent. Travaille aussi parce que ça te plaît, parce que tu fais quelque chose qui te semble utile, parce que ça a du sens pour toi, etc., etc. Donc, en fait, il faut aussi que le conjoint, il comprenne ça. Et ça, dans mon livre, on parle beaucoup de ça aussi. Et cette question d'inégalité financière, il faut y faire attention parce que cette inégalité financière, elle conduit à beaucoup d'autres inégalités, en fait. Je peux peut-être partager une anecdote un peu perso. Moi, ma première grossesse, d'ailleurs les deux, mais la première, elle a été pathologique, donc j'ai été atteinte d'une pathologie assez grave. J'étais hospitalisée à plusieurs reprises, etc. Ce qui fait que j'ai été en incapacité de travailler, donc de générer autant de chiffres d'affaires que j'aurais souhaité, etc. Et mon réflexe, en fait, ça a été de piocher dans mes économies pour pouvoir continuer à contribuer au compte commun comme d'hab, parce que avec mon mari, jusque-là, on avait vraiment fait nos choix de carrière de manière totalement individuelle et chacun faisait comme il veut. Et puis, on s'était mis d'accord en pourcentage de nos revenus moyens, comment est-ce qu'on allait contribuer au compte commun.
Et donc, voilà, pendant ma grossesse, c'est moi qui ai acheté les pantalons de grossesse, c'est moi qui ai acheté les bouquins sur la grossesse, c'est moi qui payais les soutiens-gorge exprès et tout. J'achetais pas avec le compte commun, vu que c'était des choses pour moi. Et donc, quand j'ai eu une baisse de revenus, j'ai compensé avec mes économies parce que c'était dans la suite logique. Parce qu'encore une fois, j'avais pas posé les choses, j'y avais pas réfléchi. 1 ou 2 années après, on avait un projet d'achat immobilier, donc on a mis les choses à plat au niveau de des apports financiers de chacun. Et je me suis rendu compte que pendant que moi je piochais dans mes économies, lui il continuait de mettre des sous de côté comme d'hab. Et on s'en était pas parlé. Évidemment que c'était hyper injuste. Donc pour la deuxième bébé, il m'a versé 1 000 € par mois pendant ma grossesse et tout mon allaitement. Ça ne compensera jamais le manque à gagner qu'a causé ma première grossesse, mais c'était juste pour se dire comment on va rééquilibrer les choses dans notre couple, parce que c'est pas normal qu'il y en ait un qui ait tous les coûts, non seulement physiques, psychologiques, de carrière, d'évolution professionnelle, et les coûts financiers. Donc si on peut au moins faire en sorte que ce soit équitable côté chiffres, c'est quelque chose à anticiper, parce que encore une fois, naturellement on peut se laisser piéger. Et pourtant j'étais féministe, et pourtant je pensais être dans un couple totalement égalitaire, et en fait on n'a pas vu les choses venir, parce que c'est la première fois qu'on est dans cette situation aussi. Il y a des travaux qui ont été faits, notamment par Titieu Lecoq, qui a publié un livre sur l'argent dans le couple, et qui montre qu'en fait, c'est vraiment diabolique, ces inégalités-là, parce que comme c'est les femmes qui remplissent le frigo, en gros, elles achètent les yaourts, et puis les hommes, ils achètent la bagnole, ils achètent l'appartement, et puis du coup, s'il y a une séparation un jour, tu repars avec tes pots de yaourt vides, Donc c'est un problème. Donc là-dessus, la réponse, c'est le régime matrimonial. Bon, toi, Solène, je sais pas très bien de quel... C'est communauté réduite aux acquis, du coup. Mais la communauté réduite aux acquis, c'est le régime légal. C'est-à-dire, si tu te maries et que tu fais pas de contrat de mariage, tu as la communauté réduite aux acquis. C'est assez égalitaire, ça. Parce que en fait, tout ce qui va être acquis par l'un ou par l'autre pendant la durée du mariage appartiendra pour moitié à l'autre. C'est finalement très égalitaire. Mais il y a eu une mode, et toujours, au nom de l'égalité, on te disait, tu vas faire un contrat de mariage de séparation, comme ça, chacun son truc, etc., etc. Souvent, en fait, avec aussi l'idée que quand il y en a un des deux qui est entrepreneur, ça protège l'autre d'une éventuelle faillite. N'empêche que le régime de la séparation, le jour où il y a un divorce, c'est celui qui a financé l'appartement et la bagnole qui repart avec. Donc en fait, c'est quand même pas si égalitaire que ça. Au contraire. Donc moi je dis attention au régime matrimonial, faut faire super attention. Et puis après, par rapport à la question du conjoint, attention à on dit conjoint c'est super égalitaire. Non, en fait, ça dépend comment on l'abonde. Ce qui est égalitaire, on te dit souvent, je mettrais, la femme, elle met pratiquement, comme elle gagne moins, elle met tout ce qu'elle gagne sur le conjoint, et l'homme, il met autant que la femme. Et pendant ce temps-là, tout ce qui lui reste à lui de ce qu'il gagne plus, il l'investit. C'est ce que tu racontais, Solène. Donc ça, il faut arrêter ça. Le conjoint, c'est égalitaire si tu mets sur le conjoint en proportion de ce que tu gagnes. Point barre. Et le reste, tu te le gardes et tu investis. Oui, il faut arrêter le 50-50. On en parle de plus en plus, que le 50-50, ce n'est pas du tout égalitaire. Non, puisqu'il y a une inégalité dans les revenus du couple. Donc, je suis désolée, mais c'est injuste de participer aux dépenses du couple à 50-50 quand l'autre, il gagne plus que toi. C'est injuste, en fait. Est-ce que vous pensez que un congé maternité, c'est un bon moment pour une reconversion? Par exemple, pour lancer sa boîte ou pour changer de métier, parce que c'est vrai que c'est souvent le cas parmi mes invités, parce que quand on fait sa pause au moment de son congé maternité, c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions parce qu'il y a un arrêt. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un peu radicale là-dessus. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne solution. Je pense que si tu étais salarié, tu retournes bosser même si ça te plaît plus.
et tu commences alors que tu as ton salaire qui tombe tous les mois, éventuellement à réfléchir à ton projet d'entrepreneuriat. Parce que franchement, se dire, bon, bah voilà, je suis en congé de maternité, j'ai négocié une rupture conventionnelle ou je ne sais quoi, et je vais lancer mon business. Il faut vraiment être super motivé, en fait, et avoir un business dont on est sûr de la profitabilité. Il faut que ça se transforme pas en, bah finalement, je suis revenue à la maison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Solène? Quels conseils tu donnes aux personnes que tu accompagnes? Bah écoute, je suis un petit peu comme toi. Effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui profitent de l'entrée dans la maternité ou d'un deuxième ou d'un troisième enfant pour changer de cap professionnel. Je pense qu'il y a cet effet pause, il y a cet effet aussi, comme tu le disais tout à l'heure, bah on remet les choses en perspective de est-ce que ça a du sens qu'effectivement si on n'aime pas ce qu'on fait et qu'en plus on est séparé de nos enfants pour faire ce qu'on n'aime pas, ça devient très très dur. Donc voilà, je pense que pour ceux qui avaient un terrain un petit peu sous-jacent, pourquoi pas. Si par contre on faisait quelque chose dans lequel on s'épanouissait, souvent les sages-femmes elles préconisent pas de changement radical dans les 1 an qui suivent la naissance. C'est-à-dire on se sépare pas, on déménage pas et on change pas de boulot ou voilà, parce que c'est une période où on peut facilement avoir envie de tout envoyer valser et ça peut être un peu un terrain glissant. On a effleuré tout à l'heure le sujet de la dépression, du postpartum. En fait, l'entrée dans la maternité, et ça peut arriver au premier, mais aussi aux autres enfants, c'est aussi un moment de grande vulnérabilité. Et notamment, on parlait de l'aspect économique, mais aussi psychologique. Et pour moi, lancer une activité ou se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande quand même d'avoir une assise psychologique solide. Donc, je sais pas si je ferais le pari de me lancer alors que je suis en plein chamboulement à la maison. Ça fait peut-être beaucoup de changements en fait. Je ferais peut-être les choses de manière peut-être séquencée, prendre le temps de maturer, le temps aussi que bébé grandisse. Ça va vite. Moi là, ma fille elle a 18 mois, c'est même plus un bébé, c'est une petite fille miniature. Donc quelque part, se dire que ok super, il y a cette envie. Ça rebat un petit peu les cartes, mais on va y aller doucement, de manière peut-être posée, séquencée. On va pas tout envoyer valser d'un coup, parce que c'est une période de grande fragilité. On va assurer ses arrières, on va peut-être mettre un petit peu de côté. On va voir est-ce qu'on peut pas aussi se faire accompagner par un coach professionnel pour celles qui sont salariées ou par des organismes ou des formations pour les entrepreneurs qui permettent de poser des bases solides. Et pas y aller la fleur au fusil parce que ça peut être un peu aussi une recette pour se planter et ça peut être du coup une grosse pression financière et renforcer encore plus ce sentiment de difficulté ou de perte de confiance qui peut après mener vers des dépressions, des burn-out, etc. Moi, je voudrais ajouter une chose, il faut faire attention au romantisme aussi de l'entrepreneuriat. Parce que on sait quand même qu'il y a une très grosse proportion des business qui ferment au bout de 2 ans, qui marchent pas. C'est quand même très important de se rendre compte. Notamment ceux qui sont pas accompagnés. Je mets une petite parenthèse. Oui, exactement. Et puis, attention à pas penser que l'entrepreneuriat va être la solution pour mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Que en gros tu vas avoir un business qui va te rapporter de l'argent et en même temps aller chercher tes enfants tous les jours à l'école ou t'arrêter de bosser à 4 heures l'après-midi et tout. On sait bien que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose, c'est tous les jours, dans tout le temps. Tu regardes tes mails tous les jours, tu peux même en vacances, même le week-end, etc. Donc attention, lancer son entreprise en se disant je vais réussir la quadrature du cercle, c'est-à-dire mieux tout réussir, mon couple, mes enfants et mon boulot, c'est pas la bonne façon de faire. C'est-à-dire que je pense que ça marche une fois que on a déjà un business, tu vois, qui marche bien, qui a trouvé sa clientèle, qui a trouvé sa profitabilité. Voilà, c'est l'entrepreneuriat, c'est dur quand même, hein. Enfin, je veux dire, vivre de son travail, c'est quand même,
ça demande quand même beaucoup d'énergie aussi. Oui, c'est pas plus cool, mais après, je pense que ça correspond mieux. Ça dépend des personnalités, en fait, je C'est ça. pense. Il y en a qui sont pas du tout pour ça non plus, hein. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait déjà donné? Peut-être on va commencer par Anne-Cécile et ensuite Solène, un conseil que vous avez envie de partager, le meilleur conseil. Moi, je continue à penser, même si c'est très critiqué de dire ça aujourd'hui, qu'on peut tout avoir, contrairement à ce que on nous dit de plus en plus aujourd'hui, mais pas au même moment. Voilà, et que l'équilibre, en fait, c'est de l'équilibrisme. C'est-à-dire que ça demande du mouvement. Et dans ce mouvement, tu manques parfois quand même de tomber à gauche, à droite, voilà. Mais c'est aussi cette capacité, en fait, à s'adapter un peu, quasiment au jour le jour, en fait, à ce qui t'est demandé par ta vie, tout en étant en mouvement, hein. Parce que si t'es toujours, si t'es pas en mouvement, tu peux pas atteindre l'équilibre. Mais ce mouvement fait que tu peux de temps en temps quand même, voilà, être un peu sur le fil. Et en fait, je pense que ce qui marche, moi, c'est ça. C'est-à-dire que il faut pas avoir peur du mouvement parce que sinon t'avances pas. Et en même temps, ce mouvement fait que, voilà, ça te demande des ajustements permanents au jour le jour. Je pense que c'est un peu ça. Et pour enchaîner, du coup, moi, le meilleur conseil qu'on m'aurait donné, j'ai envie de parler du fait de bien s'entourer, de pas rester seule. En tant que femme, souvent, on a grandi avec cette injonction de faire toute seule comme une grande. Enfin, en tout cas, moi, c'est une phrase qui résonne très fort en moi. Et j'ai toujours été très indépendante et je valorisais énormément le fait de pouvoir faire par moi-même. Pour rien aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais quelque part, il y a des limites aussi. Et notamment quand on devient parent, il y a cet adage qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et je pense qu'il faut effectivement tout un village pour soutenir les mères et les parents. Il faut tout un village aussi pour faire grandir des business ou pour pour ceux qui sont dans leur carrière salariée, bien s'entourer, pouvoir déléguer, pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas seul dans cette parler avec son manager, etc. Je pense que c'est vraiment important en fait d'être dans cet échange et cette collectivité pour avoir le soutien dont on a besoin, parce que prendre sur soi vraiment ça a ses limites et ça c'est vrai que ce soit dans la maternité ou dans sa carrière professionnelle. Quand on est bien entouré, ça se passe quand même 1000 fois mieux, quoi. Donc c'est important de parfois aujourd'hui de nos jours il faut investir. C'est-à-dire faut payer les gens pour être entouré. Moi je l'ai fait notamment là avec pendant mon deuxième postpartum. On a dépensé beaucoup plus d'argent que pour le premier. En Chine, ils investissent dans le postpartum comme un mariage en fait. Et c'est pas bête parce que finalement le mariage c'est une journée dans la vie d'un couple et d'une famille. Et on peut dépenser 10, 15, 20 000 euros. Et un postpartum, c'est quand même plusieurs mois, c'est l'arrivée d'un enfant. Et c'est dommage de se dire, je vais juste prendre ce que l'État veut bien me donner. Non, en fait, comment est-ce qu'on va s'organiser pour faire en sorte que cette arrivée, elle soit confortable pour tout le monde? Et parfois, oui, ça veut dire payer des nounous, payer des gens qui viennent faire à manger, qui viennent prendre le relais la nuit. Et c'est un investissement, mais c'est ça, le mot, il est là, investissement, ça veut dire aussi, du coup, c'est pour un avenir qui est plus sécure. Donc, je pense que c'est important parce que les femmes, on a beaucoup tendance à tout prendre sur nous. Surtout qu'on est très culpabilisé par le fait de, en tant que femme, faire appel à d'autres femmes plus précaires pour réussir finalement nous professionnellement. Mais moi, ce que je réponds à ça, c'est que on n'est pas obligé d'exploiter les femmes qui travaillent pour nous, quoi. On peut les payer correctement, les professionnaliser, les déclarer, voilà, et que de toute façon, voilà, faire en sorte de les faire évoluer. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas obligé de se transformer en odieux. Les métiers du care, c'est pas des sous-métiers. Enfin, c'est surtout des femmes qui font ces métiers-là, mais ils sont dévalués aussi parce que c'est la société patriarcale qui fait que c'est des pays. Exactement. J'ai un dernier conseil qu'on va donner et qui m'a beaucoup servi dans ma vie et que j'essaie de donner aux jeunes femmes. C'est aussi de se dire toujours que demain est un autre jour. Parce que voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de notion d'équilibre permanent, etc., d'avoir le sentiment de chuter,
T'auras des jours horribles. Voilà, il y a des jours horribles. Il y a rien qui va. Il y a une grève dans le métro. T'arrives en retard à un rendez-vous de boulot super important. La nounou est malade. Enfin bon, bref. Il y a des jours horribles. Et en fait, nous, les femmes, on a deux travers par rapport à des jours horribles comme ça. On se culpabilise, on n'a pas assez anticipé, c'est de notre faute. Si avec des trucs très archaïques, hein, genre, si je travaillais moins, et que je serais pas embêtée comme ça par la nounou qui est malade. Enfin bon, ouais, des choses comme ça. Donc on voit bien la culpabilisation maternelle qui ressort. Et puis on a une autre tendance, c'est généraliser. Donc en fait, ma journée est foutue, donc en fait ma semaine va être foutue, donc en fait mon mois va être foutu, et en fait ma vie est nulle, quoi, en fait, ma vie totale. Et ça, il faut arrêter tout de suite. C'est-à-dire de toujours redonner sa chance au lendemain. Et d'ailleurs, quand on fait ça, en fait, c'est génial parce qu'en fait, on se programme dans l'idée que non, en fait, le lendemain ça va pas être comme ça. Voilà, ça va être une super journée. Donc, on peut tout avoir à condition d'investir en soi, de bien s'organiser et surtout de garder espoir, de jamais se décourager. Exactement. Un grand merci Solène et Anne-Cécile. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Donc, je mettrai les liens de vos réseaux sociaux, de vos podcasts pour les auditrices qui voudraient vous écouter. Merci beaucoup. Merci Claire-Vie, merci Solène. Merci à vous deux et merci à nos auditrices. On espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.